Donc bonjour tout le monde, je suis désolée parce que du coup je suis toute seule parce que normalement on aurait dû être deux effectivement, donc j'ai même laissé le nom d'Alice souligné. Mais voilà, ce que je vais vous présenter c'est un projet d'élève. Donc moi je m'appelle Cécile Duchesne, je suis enseignant-chercheur à l'ENSG, enfin enseignante à l'ENSG, chercheur du coup au laboratoire LASTIC de l'IGN. Et du coup, ce plugin, là, c'est le résultat d'un projet de développement qui a été fait par 3 étudiants de deuxième année du cycle ingénieur de l'ENSG, donc qui s'appellent Alice Gonneau, Michael Gaudin et Guillaume Vasseur. Et il était prévu qu'on se partage la présentation. En gros, j'aurais présenté le contexte, et puis Alice aurait présenté leur travail, ça aurait été très bien, et ça avait tout son sens, justement. Bon, alors, il se trouve qu'au dernier moment, hier, elle était vraiment trop malade et elle n'a pas pu venir, elle était victime de l'hiver. Et donc désolée, du coup je vais présenter le travail, ça a beaucoup moins de sens, mais tant pis, maintenant on était parti, on était inscrits, et du coup je le fais quand même. Voilà, donc au départ on a un besoin qui est de savoir hiérarchiser un réseau hydrographique. Donc pourquoi faire? Il y a au moins 2 cas d'utilisation concrets là, qu'on avait en tête. Un premier cas d'utilisation, c'est que ça peut servir pour faire de la généralisation, c'est-à-dire de la simplification de données géographiques. Concrètement, quand on veut élaguer un réseau pour garder un réseau moins dense, moins complexe, mais tout en gardant quand même les caractéristiques du réseau. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est garder les rivières les plus importantes. Évidemment, il n'est pas question de se baser sur juste, par exemple, la longueur du tronçon ou quelque chose comme ça, parce qu'on aurait un réseau qui serait complètement déconnecté à la fin. Et donc, un classique dans ce cas, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'ordre de Horton. Et c'est une méthode là, qui a été proposée pour la première fois par Thomson et Brooks en 2000. Donc, vous avez ici une image avec avant-après, quand on utilise une méthode basée sur ce genre de principe. Et puis, on avait un besoin beaucoup plus immédiat, en l'occurrence l'année dernière, qui était dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle SHUCAS. SHUCAS, c'est un projet qui vise à... Donc, l'intitulé, c'est Intégration de données hétérogènes et raisonnement spatial pour l'aide à la localisation de victimes en montagne. Alors, je ne vais pas raconter tout le projet SHUCAS, mais je suis impliquée dedans. En gros, l'idée, c'est que quand quelqu'un quelqu'un appelle le PGHM et décrit sa position, on ne peut pas toujours utiliser un GPS pour savoir où il est, aller chercher. Et donc, ce sur quoi on travaille dans le projet SHUCAS, c'est de savoir transformer une localisation de la personne qui va décrire sa position par rapport à d'autres objets et savoir transformer ça en des XY possibles. Et donc voilà, par exemple, quand on a quelqu'un qui nous dit qu'il est au fond de la vallée ou sur tel versant, et pour pouvoir savoir quelles sont les zones dans lesquelles il pourrait se trouver, on a besoin de pouvoir construire des zones fond de vallée et des versants desquels on exclut du coup les zones fond de vallée aussi. Et pour ça, il y a une méthode, donc pour construire des zones de fond de vallée, il y a une méthode qui a été proposée par Straumann et Peirce en 2008, qui définit un fond de vallée comme une zone peu pentue traversée par un tronçon hydrographique important, tout étant de savoir ce que ça veut dire important, et pour ça, il se base entre autres sur un ordre qui s'appelle l'ordre de Shreve. Donc pour ces 2 raisons, déjà, on avait une bonne raison de vouloir hiérarchiser un réseau hydrographique, et puis on sait qu'il existe par ailleurs d'autres besoins potentiels en hydrologie, en environnement, etc. Voilà, donc il y a un existant méthodologique d'abord, donc je vais rapidement présenter les ordres qui nous intéressaient, Strahler, Shreve et Horton. Donc je sais pas, enfin peut-être beaucoup de gens connaissent ça ici, mais voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc l'ordre de Strahler, donc ici en haut à gauche, on part d'un réseau, donc un réseau hydrographique en première intention, c'est un arbre. Hein. Donc toutes les feuilles de l'arbre, donc les sources, les tronçons qui sont reliés à une source, on leur met l'ordre 1. Et quand 2 ordres 1 se rencontrent, on va incrémenter, enfin quand 2 ordres se rencontrent qui sont égaux, on va incrémenter de 1, donc ici ça va donner 2. Là, ça va donner 3, du coup, 2 et 2. Et puis, quand un ordre rencontre un ordre plus petit que lui, en fait, c'est l'ordre le plus grand qui reste. Donc, 3 et 1, ça fait 3. Et puis, 3 et 3, ça va donner 4. L'ordre de Shreve, c'est un principe similaire, sauf qu'on additionne systématiquement. Alors, 1 et 1, ça fait toujours 2. Par contre, 2 et 2, ça donne 4. 4 et 1, 5. Et 5 et 4, ça fera 9. Donc, ça, c'est beaucoup plus exponentiel. En fait, ça va monter beaucoup plus vite. Et puis, enfin, l'ordre de Horton, c'est une philosophie assez différente, puisqu'en fait, là, on va repartir du confluent, c'est-à-dire du bas du réseau, et on va remonter et on va identifier à chaque confluence, en fait, quel est le tronc. En fait, on va essayer d'extraire des rivières, c'est-à-dire des ensembles de tronçons qui forment un ensemble continu et qu'on pourrait percevoir comme une rivière. Donc le problème, c'est d'avoir un critère ici, pour savoir si je continue vers là-haut ou vers ici. Et le critère, ça peut être des questions de débit, quand on connaît l'information, de nom, bien sûr, toponyme,
de longueur en amont, d'angle d'incidence, etc. Et donc on va extraire comme ça un premier stroke, celui qui arrive ici tout au bout, là. Et puis quand on en a laissé de côté, on recommence, en fait, on itère. Donc là on en aurait un deuxième, par exemple en rouge, et je ne vais pas les faire tous, mais voilà. Et là on va leur affecter un ordre, et pour leur affecter un ordre, on va reprendre les ordres de Strahler des tronçons qui appartiennent à ce qu'on appelle ce stroke. Stroke, ça veut dire coup de crayon en anglais. Et on va garder le maximum. Donc en fait ici, le violet, il aura il aura l'ordre 4, et le rouge, il aura l'ordre 3 de Horton. Voilà. Donc il existe des implémentations de ça. Donc il y a un plugin qui s'appelle Strahler dans QGIS, et dans Grass, il y a v.stream.order qui traite ça, mais ces plugins ne gèrent pas les cas complexes et ne gèrent pas non plus l'ordre de Horton. Ils gèrent plutôt Strahler et éventuellement Shrieve. Donc ce que j'entends par cas complexe, c'est le cas où c'est plus un arbre en fait, qui devient beaucoup plus compliqué. Donc par exemple, il y a une île, il y a des chenaux anastomosés, il y a des îles successives qui sont encore un peu différentes topologiquement de cette configuration-là. Voilà. Alors il existe aussi un plugin OpenJump, mais on l'a découvert après le projet des étudiants. Donc voilà, qui gère lui des cas complexes de ce type-là. Par contre, il ne gère pas non plus l'ordre de Horton. Donc du coup, l'objectif, c'était donc ma commande, moi en tant que commanditaire, à ces étudiants-là, c'était d'avoir un plugin QGIS qui calcule les ordres de Strahler, Shrieve, Horton, plus des strokes, c'est-à-dire des groupes de tronçons, et qui gère les cas complexes. En entrée, on voulait pouvoir avoir une couche vectorielle linéaire de tronçons hydrographiques, qui soit, sous réserve qu'elle soit topologiquement propre, c'est-à-dire que les objets soient bien connectés et que ce soit planaire, et que les tronçons aussi, c'est une hypothèse un peu forte, aient été saisis dans le sens d'écoulement. Alors on verra qu'en fait il peut y avoir un peu d'erreur, mais pas trop. Et puis par ailleurs, il faut que les réseaux artificiels de type réseau d'irrigation soient exclus, mais ça il existe éventuellement des méthodes pour le faire sur des critères d'angularité, des choses comme ça. Et en sortie, simplement on a des attributs supplémentaires sur la table de la couche, pour Strahler, Shrieve, Horton et un identifiant de chaque stroke. Voilà, donc ça c'était le contexte. Donc maintenant la proposition. Alors, d'abord, on a dû, donc je vais parler de la proposition, puis des résultats, et puis avant de conclure. Donc, en ce qui concerne la proposition, il a fallu d'abord opérer des choix théoriques. Donc, la première chose dans la méthode, ça a été de dire on va détecter les îles. Donc, c'est facile, les îles, c'est les faces du graphe, en fait. Donc, il suffit de construire les faces du graphe. Et on va étiqueter les tronçons associés. Donc ça, en fait, sur cette méthode, on s'est inspiré de travaux qui avaient été faits par Guillaume Touillat du LASTIG à l'IGN, mais qui n'avaient pas traité tout ce qui nous intéressait. Mais voilà, en tout cas, on détecte les îles et on va étiqueter les tronçons. Donc il y aura des tronçons entrants, c'est ceux qui arrivent dans l'île. Donc là, j'ai pas mis, mais le sens d'écoulement, c'est ici, d'en haut à gauche vers en bas à droite. Le tronçon sortant, c'est ceux qui en ressortent. Et puis les tronçons qui bordent l'île, c'est ceux qui touchent l'île. Si on a une île complexe, on continue à distinguer quand même que 3 catégories, les entrants, les sortants, et ceux qui touchent l'île peuvent être au milieu ou sur les bords, peu importe. Après, on va calculer les ordres, et c'est là qu'on n'avait pas vraiment d'apport théorique, en fait, donc on a dû un peu choisir nous-mêmes. Donc je vais reprendre le cas simple. Pour le calcul des ordres, ce qui est certain, c'est que si on a un ordre n en entrée, en fait, comme il n'y a pas d'apport d'eau, on veut aussi un ordre n en sortie. Et c'est ça que gère assez mal les plugins existants, en fait. Parce que, par défaut, n, on va séparer en n et n, et du coup, ici, ça fera n plus 1. Strahler, par exemple. Donc là, c'est pas ce qu'on veut, nous on veut n. Quand on a donc, et puis après, on a décidé que pour les tronçons bordant l'île, dans le doute, on n'allait pas commencer à s'amuser à faire n sur 2 ou je sais pas quoi, on allait mettre n et puis ce serait plus simple. Voilà. Mais on le fait après coup. Et puis, si on a plusieurs tronçons qui entrent, en fait, la n et n, ça doit donner n plus 1 en sortie. Et puis, au milieu, on a quand même décidé de mettre n. Voilà. Et puis enfin, pour la construction des strokes, là pour le coup, on a pu s'appuyer aussi sur le travail de Guillaume Touillat. Donc en fait, là, les critères qui ont été choisis, c'est le nom quand il existe, la longueur en amont, et puis en troisième, l'angle d'incidence, c'est-à-dire qu'on va privilégier les angles plats, en fait. Voilà, donc ici, par exemple, on construirait ce stroke sur ces 5-là. Alors maintenant qu'on a les principes, on va pouvoir décrire l'algorithmie. Donc j'ai juste cette diapo-là sur l'algorithmie. Donc dans l'ordre, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à partir de la couche par construire un réseau, donc avec des arcs, des nœuds, des arcs entrants et sortants des nœuds, etc. Après, on va détecter les îles et étiqueter les tronçons entrants sortants des îles. Il y a une phase de détection de tronçons à sens d'écoulement suspect qui va permettre de proposer à l'utilisateur de retoucher à la main éventuellement ses sens d'écoulement. Après ça, il y a un calcul des ordres qui se fait en dehors des îles. Donc là, de manière classique, on va dire. Après ça, il y a le calcul des strokes, et à la fin, on fait le calcul des ordres au sein des îles.
Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Donc, un plugin qui s'appelle HydroRéseau. Voilà, donc on ouvre une couche réseau hydrographique sous QGIS, et puis on a cette petite boîte qui s'ouvre là. Donc ils ont fait un logo, parce que ça faisait partie des contraintes de leur projet de développement. Il fallait qu'ils aient aussi un logo pour leur plugin. Voilà, donc il y a une petite boîte qui s'ouvre. Donc là, je vais juste zoomer sur la boîte en fait. Donc simplement, on demande la couche en entrée, les ordres qu'on veut calculer. Donc on peut cocher les 3 cases ou pas toutes. Enfin voilà. Après, si on clique sur le bouton Next ici, il y a possibilité de mettre des paramètres supplémentaires facultatifs. Donc un nom qui correspondrait un champ qui correspondrait au toponyme s'il est défini dans notre couche hydrographique. Ça, c'est pour calculer les rivières, les strokes et l'ordre d'Orton. Et puis éventuellement un champ qui décrirait l'altitude initiale, l'altitude finale si on en dispose, parce que ça pourrait être quelque chose qui a été récupéré sur MNT par exemple. Ça permet de corriger une bonne partie des tronçons qui coulent à l'envers. Après ça, on n'autorise ou pas l'algorithme à essayer de retourner des tronçons s'ils ne sont pas dans le bon sens. Et dans ce cas-là, on ajoute ou pas une colonne supplémentaire qui va porter une valeur booléenne. Enfin, du coup, ce sera 0 ou 1 en fait. 1 si si l'algo a retourné le tronçon. Et puis, par défaut, c'est la couche en entrée qui est modifiée, mais en fait, on peut choisir aussi de sauvegarder une couche en sortie. Après ça, l'algo tourne. Donc là, on avait coché la case qui autorisait à retourner. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va proposer, en fait, il va faire un zoom sur le tronçon à retourner. Donc là, il y aura sûrement des choses à améliorer parce que le zoom est un peu fort. Du coup, on a du mal à voir le contexte et à savoir s'il faut retourner ou pas. Mais bon, voilà. Du coup, l'utilisateur peut avoir à la main pour pouvoir, tronçon par tronçon, décider de retourner ou pas, ou dire non pour tout parce qu'il est sûr de son réseau, par exemple, en entrée. Et puis en sortie, on a la table initiale avec en plus ces 5 colonnes. Donc une pour l'ordre de Strahler, une pour l'ordre de Horton, une pour l'ordre de Shreve ici, une qui dit si les tronçons étaient retournés ou pas. Et puis ça, identifiant du stroke, c'est juste qu'en fait c'est une façon de faire un modèle où on n'a pas vraiment fait une table des strokes, mais par contre on a le même identifiant pour tous les tronçons qui appartiennent au même stroke. Voilà. Et donc là, ça a été testé ça sur des données réelles. Alors en fait, ils se sont fait des jeux tests de complexité croissante, on va dire. D'abord sur un arbre, un vrai. Puis après, ils ont introduit des îles simples, puis des îles un peu plus complexes. Puis finalement, ça c'est un vrai réseau extru de la baie de Topo, dont simplement avaient été retirés les réseaux de type irrigation artificielle. Voilà. Et donc du coup, il a l'air sympathique comme ça et très arborescent. Mais en fait, quand on zoome un peu, on s'aperçoit qu'il est bourré de cas un peu compliqués de chenaux anastomosés et autres joyeusetés de ce genre. Bon, il y a des îles simples aussi, mais il y a vraiment des trucs super compliqués là, comme ça. Donc voilà, donc, sur ce réseau-là, en fait, ça c'est ce que donne le résultat du calcul de l'ordre de Strahler. Donc là, on a mis une largeur qui est proportionnelle à l'ordre de Strahler trouvé. Okay, donc on voit bien que les tronçons qui sont tout près d'une source sont tout petits, ils sont un ordre de 1. Et puis plus on se rapproche en fait du confluent, plus ça augmente. Donc là, l'ordre maximum ici sur cette zone, il est de 6, ce qui est normal. Il n'y a pas plus de 6 niveaux de ramification, en fait. De toute façon, pour information, je crois que la Loire, c'est 9 ou 8. La Seine et la Loire, ça doit être 9, je crois, en France. Donc, à l'estuaire. Hein. Donc, c'est logique que sur un sous-réseau comme ça, ce ne soit pas très fort. Ça, c'est Strahler. Et puis Horton, quand du coup, là, on poursuit, en fait, on a construit, du coup, les cours d'eau, les rivières, et puis on poursuit, l'ordre est valable jusqu'à la source, finalement. Voilà. Et puis ça, c'est pour montrer qu'effectivement, les strokes sont bien calculés. Alors ici, ça n'a plus rien à voir avec l'ordre, c'est juste l'identifiant, on a mixé donc une couleur, un identifiant, et il y a le numéro d'identifiant qui est affiché. Mais c'est pour dire que les tronçons, du coup, sont étiquetés avec l'identifiant de la rivière détectée à laquelle ils appartiennent. Voilà. Donc voilà, pour conclure, on a du coup les étudiants ont développé un nouveau plugin QGIS. Donc c'est un travail qui leur a pris, c'est un projet qui est d'ampleur, en gros c'est 14 mercredis, donc 14 journées étalées. Bon, en fait ils travaillent en dehors, hein, mais voilà, ils étaient 3. Donc un nouveau plugin QGIS qui permet de faire de la hiérarchisation automatique de réseaux hydrographiques avec de la gestion de cas complexes. On l'a déposé en open source. C'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément assez souvent peut-être. Enfin en tout cas on n'a pas tellement l'habitude de le faire, mais moi c'est la première fois que je faisais ça, en tout cas sur du code d'étudiant. Mais je pense que c'est bien, quoi. Enfin, c'est intéressant. Voilà, c'est sous licence BSD, il y a une doc en ligne.
Et puis, on a des utilisateurs intéressés. Bon, en interne, on en avait déjà. Moi, j'étais une des premières. Hein, dans le projet Choucas, on était intéressés. Mais typiquement, comme ils avaient laissé la doc ouverte sur GitHub, avant même de laisser le code ouvert, ils avaient été déjà contactés par un Australien qui travaille au Australian Fish Passages, donc qui travaille en gros sur les barrages de remontée à poissons le long des barrages, et qui était super intéressé d'avoir un outil dans QGIS qui permettait de faire ça. Voilà. Et puis en termes de perspective, en fait, c'est sûr que maintenant il faudrait faire des tests plus intensifs sur des données réelles mais plus variées, etc. Identifier des cas qui ne seraient pas gérés, améliorer le plugin, etc. Donc forcément c'est un plugin comme il a été déposé, c'est bien qu'il est. Le but c'est que ce soit ouvert aux évolutions. Alors on n'a pas été très bon pour l'instant sur le mode de fonctionnement, mais enfin en gros pour l'instant c'est les étudiants qui sont encore, c'est un des trois du groupe enfin c'est les trois qui ont les droits de commit, et puis l'idée c'est d'ouvrir des droits de commit éventuellement à d'autres personnes qui seraient intéressées. Voilà, enfin, il faut que le plugin vive sa vie maintenant et puis s'enrichir. Voilà, j'ai terminé. Ça, c'est la doc. Je vous ai mis l'adresse. Le mieux, c'est d'entrer par la doc, en fait, si on veut accéder au plugin. Ils ont fait aussi un gros travail, je trouvais, de documentation, et je trouve que c'était bien aussi de valoriser ça ici. Voilà. Merci, bravo. Merci.